La séance est reprise. L'ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement sur l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces françaises en Irak, suivi d'un débat et d'un vote en application de l'article 35, alinéa 3 de la Constitution. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. C'est l'essentiel. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés. Le 19 septembre dernier, le chef de l'État a décidé de faire intervenir nos forces armées en Irak. Il l'a fait à la demande des autorités irakiennes confrontées à l'organisation terroriste Daesh. Le 24 septembre, je suis venu devant cette Assemblée vous exposer les motifs et les conditions de l'engagement de nos moyens de défense dans le cadre d'une coalition internationale. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense, Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian, ont eu régulièrement l'occasion de vous informer. Si nous sommes intervenus, c'est parce que la stabilité de l'Irak était menacée. Son existence même était en danger. Le risque était grand, celui d'une déstabilisation profonde de toute la région et au-delà de l'Europe et de la France. Depuis la chute de Mossoul au mois de juin, Daesh avait en effet réussi à contrôler près d'un tiers du territoire irakien et maîtriser les principaux points de communication et les axes stratégiques menaçant la capitale Bagdad. Daesh montrait au monde son vrai visage, celui d'une organisation criminelle, ultra-violente et sectaire. Daesh est le synonyme du chaos, pillage, massacre et décapitation. Il y a aussi les prises d'otages, l'esclavagisme, le commerce des femmes, les persécutions contre les minorités chrétiennes et yazidis. Ce choix terrible laissé aux sunnites de se rallier ou de mourir, ou encore la traque permanente des chiites. Nous devions agir pour affaiblir Daesh, donc pour affaiblir le terrorisme, pour permettre aux Irakiens de restaurer la souveraineté de leur pays. Nous devions agir là-bas pour également nous protéger ici. Ces objectifs, Mesdames et Messieurs les députés, n'ont pas changé. Et nous devons poursuivre l'action engagée, car si des coups majeurs ont été portés, notre mission n'est pas achevée. C'est donc en application de l'article 35 de la Constitution que je viens solliciter votre autorisation pour donner à nos armées le mandat de poursuivre leurs opérations. En 4 mois, les premiers résultats militaires ont été atteints. L'offensive d'envergure lancée par Daesh à l'été 2014 a été stoppée. Les territoires conquis ont été repris. Ces premiers résultats, qui restent fragiles, nous les devons à l'action d'une large coalition. Coordonnée par les États-Unis, elle n'a cessé de se renforcer avec des partenaires d'Europe, d'Asie, d'Océanie et du Golfe. En tout, plus de 60 nations, dont une trentaine avec des moyens militaires directement impliqués. Et je veux ici saluer l'engagement important des Européens et des pays arabes qui avancent côte à côte dans un même combat. Après 4 mois d'opération contre Daesh, le rapport de force sur le terrain s'est modifié, et en particulier ces dernières semaines. Mais il doit être durablement inversé. L'organisation terroriste conserve en effet l'essentiel de son potentiel militaire. Elle a su adapter ses modes d'action et consolider ses positions défensives. La menace qu'elle fait peser à l'ouest de Bagdad demeure préoccupante. Notre dispositif est monté progressivement en puissance et nous souhaitons que la représentation nationale soit informée en toute transparence. Après une première phase de déploiement, le président de la République a en effet décidé d'adapter nos moyens à l'évolution de la situation des forces irakiennes. Aujourd'hui, 15 avions de combat, Rafale et Mirage 2000, sont engagés dans les opérations. Ils interviennent depuis les Émirats arabes unis et la Jordanie. Nous déployons aussi des moyens de soutien en ravitaillement en vol, en détection et en collecte de renseignements.
Depuis la mi-septembre, nous avions réalisé plus de 300 missions, effectuant notamment 34 frappes contre les infrastructures, des véhicules ou des postes de combat. Ces opérations aériennes ont affaibli le potentiel des terroristes. Elles ont aussi permis d'obtenir du renseignement, en particulier sur les combattants venus de l'étranger, ce qui nous ramène au débat que nous venons d'avoir. En plus de ces opérations aériennes, nous participons, avec d'autres pays partenaires, à la fourniture d'armement ainsi qu'au conseil et à la formation des combattants kurdes. Au total, notre dispositif s'élève à 1 millier de militaires. La France est ainsi, après les États-Unis, parmi les nations les plus impliquées dans la coalition. Notre dispositif continuera d'évoluer. Des militaires français vont participer à des missions de formation pour l'armée irakienne. Le groupe aéronaval, avec le porte-avions Charles de Gaulle, vient d'être engagé en mission opérationnelle programmée. Elle l'amènera notamment dans le golfe arabo-persique, où il pourra participer à l'opération Chamal en fonction des besoins. Au-delà des interventions armées, nous le savons tous, la stabilité de l'Irak et celle de la région ne pourront pas être obtenues uniquement par des moyens militaires. Une stratégie politique d'ensemble, que Laurent Fabius a souvent eu l'occasion de rappeler ici dans cet hémicycle, est indispensable. En Irak d'abord, où l'action sur le terrain de la coalition ne peut venir qu'en appui d'un processus politique. Au cours des derniers mois, la situation politique s'est stabilisée. Le nouveau Premier ministre, Haider al-Abadi, a pu constituer un gouvernement ouvert, inclusif, ouvert à toutes les composantes politiques et ethniques. C'est maintenant un immense travail de reconstruction qui doit être entrepris. Les chantiers sont immenses. Réforme et modernisation de l'appareil de sécurité, lutte contre la corruption, mise en place d'un nouveau cadre fédéral qui garantisse le maintien de l'unité de l'Irak tout en permettant la représentation équitable des différentes communautés et, bien sûr, la reconstruction économique. La France est aux côtés du gouvernement irakien pour la mise en œuvre de ce programme. C'est ce message de soutien que le président de la République a adressé au Premier ministre irakien lorsqu'il l'a reçu le 3 décembre dernier. C'est le sens de l'action déterminée que mène avec talent Laurent Fabius, à qui je veux rendre, ici, dans cet hémicycle, un hommage tout particulier. La France concentre son action sur le théâtre irakien. Nous avons fait le choix de ne pas mener de frappe aérienne en Syrie. Et ce choix, nous l'assumons. Il est aussi celui de tous nos partenaires européens. Bien sûr, nous ne l'oublions pas. La situation de certaines villes assiégées, le martyre de Kobané, comme celui d'Alep, ne peut laisser aucun d'entre nous indifférent. Notre ligne demeure la même, ni Bachar, ni Daesh. Mais ce choix n'est pas synonyme d'immobilisme. Nous soutenons l'opposition syrienne qui combat les groupes djihadistes et nous tenons prêts, aux côtés de nos partenaires, à mener des actions renforcées de formation et d'équipement. En Syrie comme en Irak, il n'y a pas d'alternative à une solution politique. Elle passe par une transition avec toutes les forces qui veulent reconstruire une nouvelle Syrie, mais sans Bachar. Et nous devons y travailler avec les Nations unies, avec nos partenaires américains, avec les États voisins, mais aussi avec les Russes. Agir, c'est aussi continuer à nous mobiliser sur le plan humanitaire. Les pays de la région, Turquie, Liban, Jordanie, consentent d'énormes sacrifices pour accueillir des réfugiés syriens. Notre devoir est de les assister. Ce sont plus de 100 tonnes d'aide humanitaire que nous avons livrées. Et il nous faut bien sûr poursuivre cette assistance. Tout comme nous continuerons aussi à accueillir en France, au titre de l'asile, des familles syriennes, irakiennes, appartenant aux minorités pourchassées. Les interventions militaires, comme les solutions politiques, ne peuvent donner des résultats immédiats. Soyons lucides. Réduire Daesh est un objectif que nous n'atteindrons qu'à terme. Nous sommes donc engagés dans la durée. Abandonner aujourd'hui, quitter nos partenaires de la coalition serait plus qu'un échec. Ce serait abandonner l'Irak et ses populations face aux terroristes, des assassins dont l'ambition territoriale n'a aucune limite. Car Daesh a un programme, exporter sa terreur partout, répandre le crime dans le monde, menacer nos sociétés,
Aujourd'hui, nous voyons les conséquences de cette stratégie. Le Liban fragilisé par le poids des réfugiés, la Jordanie et la Turquie qui subissent de plein fouet le contre-coup de la crise syrienne. Parce que les terroristes continuent de tuer, de massacrer, d'exterminer, nous devons poursuivre notre tâche. Parce que le terrorisme continue de menacer l'équilibre de la région, de déstabiliser les pays voisins, nous devons poursuivre notre mission. Parce que Daesh continue de vouloir recruter, former des terroristes, dont des Français et des Européens, pour nous frapper, pour semer la terreur et la destruction sur notre sol, nous devons poursuivre notre stratégie. Parce que la mission n'est pas terminée, parce que nous n'abandonnons ni nos partenaires, ni les Irakiens, nous devons donc poursuivre notre action. Et parce que la France est un grand pays qui assume ses responsabilités, nous poursuivrons. Nous poursuivrons aussi au Sahel. Nos inquiétudes se tournent vers la Libye, cet espace dont les immenses déserts non contrôlés du Sud deviennent un nouveau repère pour le djihadisme. Nos inquiétudes se tournent aussi vers la région du bassin du lac Tchad, où prospère dangereusement la secte Boko Haram, qui, ces derniers jours, sème la terreur comme étant des crimes effrayants. Et je crois qu'il n'y a pas de mots pour les décrire, au Cameroun et au Nigeria. Moi-même, avec le ministre de la Défense, il y a un peu plus d'un mois, je me suis rendu au Niger et au Tchad pour saluer l'engagement de nos troupes. Vous-même, monsieur le ministre de la Défense, vous étiez au Tchad, au Niger, au Mali, pour passer la nouvelle année aux côtés de nos soldats, dont je veux saluer le professionnalisme et l'engagement tout à fait exceptionnel. J'ai déjà eu l'occasion, il y a un instant, d'indiquer que le terrorisme est la menace la plus grave à laquelle notre pays est confronté. Nous le savons. Nous savons aussi, et je donnais les chiffres également, le nombre d'individus de nationalité française ou résidant en France étant recensés pour leur implication dans le djihad, en Irak et en Syrie. Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit d'être lucide. C'est une augmentation de 124% en un an. Ce sont 240 personnes de plus que lorsque je me suis exprimé devant vous le 24 septembre dernier. À ce jour, près de 400 individus combattent sur place. 67 Français ou résidents français sont morts au cours des derniers combats dans les rangs des djihadistes. Certains de nos compatriotes sont impliqués dans les atrocités commises par Daesh. Beaucoup participent également à la propagande et appellent à commettre des attaques sur notre territoire. Face à cela, il nous faut agir avec sang-froid, discernement et détermination. Des moyens, j'ai eu l'occasion d'indiquer il y a un instant les moyens que nous pourrons mettre en œuvre pour assurer la sécurité des Français. Et je veux le dire avec force, prévention, répression, fermeté sont importantes. Mais la démocratie ne combat jamais aussi efficacement le terrorisme qu'en promouvant ses propres valeurs, la liberté, l'égalité et la tolérance. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, notre nation a été frappée en son cœur. Elle pleure ses morts, mais notre nation est forte, car, et vous en avez fait une magnifique démonstration, elle sait se rassembler. Notre nation est forte car elle sait surmonter les épreuves et agir pour les prévenir. C'est ce que nous faisons sur notre territoire national. C'est ce que nous faisons pour nos représentations et nos ressortissants à l'étranger. Vous y veillez, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. C'est aussi ce que nous faisons en prenant nos responsabilités, en Irak comme au Sahel. Faire le choix d'engager les soldats français à l'extérieur de nos frontières n'est jamais une décision qui se prend à la légère. Derrière cette décision, celle du Président de la République, ce sont des femmes et des hommes qui s'exposent, qui prennent des risques, qui font face aux dangers, à l'hostilité des combats, ou qui ont perdu, comme en Centrafrique ou au Mali, leur vie. Mais cette décision est nécessaire, car la guerre contre le terrorisme, c'est un combat de longue haleine. Il implique d'agir avec constance, détermination, cohérence, en lien avec nos alliés. Aussi, je demande à votre Assemblée de permettre à la France
d'agir conformément à ses valeurs et à ses intérêts. Je vous demande d'autoriser nos armées à poursuivre leurs opérations en Irak au service de nos valeurs, au service de la démocratie. Je l'indiquais, le hasard du calendrier a voulu, tragiquement, que nous ayons ces deux débats. Mais au fond, cela permet d'apporter, je vous l'indiquais, une réponse forte, celle de la nation unie autour de nos soldats engagés en Irak. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pour le groupe GDR, la parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ce vote sur la poursuite de l'intervention française en Irak a lieu après les attentats. Notre pays a subi des attaques de la part de criminels fanatiques dont le profil est similaire à ceux qui sévissent en Irak et en Syrie. Ici comme là-bas, la question des modalités de notre réponse à la barbarie se pose. Notre réaction doit-elle se résumer à une logique sécuritaire et guerrière? Telle n'est pas la conviction des députés du Front de gauche, car que veulent les terroristes si ce n'est toujours plus de violence, le carburant de leur propagande et de leur machine de haine? Toute l'histoire des 20 dernières années en Irak et en Afghanistan, en Libye, est là pour le montrer. Les interventions militaires occidentales directes ont tout eu pour résultat de renforcer les groupes armés islamistes. La stratégie de guerre au terrorisme mise en œuvre est un échec patent et produit des effets inverses à ceux affichés. Qu'en est-il de cette intervention? 4 mois après le début des bombardements, le peuple irakien continue de souffrir et les États-Unis financent l'arrivée de plus de 3000 conseillers militaires supplémentaires. Les violences en Irak ont coûté la vie à plus de 15 000 personnes l'année dernière. C'est 2 fois plus qu'en 2013. Le bilan est encore plus lourd en Syrie, où la guerre civile est imbriquée avec la situation irakienne. Avec plus de 76 000 morts, la Syrie a connu en 2014 son année la plus meurtrière. Derrière ces chiffres, il y a des atrocités, des sociétés meurtries, des peuples fragmentés. Il faut réfléchir au sens et à l'efficacité de notre intervention militaire conduite sous l'égide des États-Unis. D'un côté, l'avancée de l'État islamique en Irak a été freinée par les frappes aériennes de la coalition, par l'action des forces kurdes et irakiennes, elles-mêmes soutenues par la coalition, ce qui est indispensable, et par des milices chiites et les pasdaran iraniens. De l'autre, la coalition est impuissante sur le front diplomatique. L'action militaire n'a pas permis d'éliminer les capacités offensives de l'État islamique. Cette secte barbare, qui n'est pas un État, reconstitue ses troupes et pratique la guérilla. Sa stratégie consistant à se mélanger aux civils rend difficile la poursuite des bombardements. Ces islamistes tiennent toujours Mossoul ainsi que de vastes pans du pays et ils font régner la terreur. Les civils en paient le prix fort, notamment les minorités kurdes, chrétiennes et yazidis. Personne n'échappe à cet enfer, y compris les musulmans tentés de fuir la folie meurtrière de Daesh. Face à ces forces obscures, l'inaction nous peut être de mise. Pour autant, il est aussi de notre responsabilité de réaffirmer les principes du droit international face à la décision de l'exécutif d'engager la France sous un commandement américain et sous la tutelle de l'OTAN. Faute d'être informé par le gouvernement, c'est dans la presse que la représentation nationale a pris la décision de déployer un groupe aéronaval dans la région du Golfe Persique où le porte-avions Charles de Gaulle doit être engagé. Nous le redisons, la France doit retrouver une voie indépendante face à l'OTAN et aux États-Unis, avec lesquels nous ne partageons ni la même vision du monde,
ni les mêmes intérêts. Nous ne pouvons pas accepter le leadership américain dans la mesure où les États-Unis sont à l'origine du chaos irakien. Il est aussi temps de prendre nos distances avec les pétromonarchies. Faut-il le rappeler, l'État islamique n'est pas un phénomène spontané. Il est l'effet conjugué de l'effondrement de l'État irakien, laminé par Bush en 2003, et de la guerre civile syrienne, alimentée par les Américains et leurs satellites depuis 2011. Ironie de l'histoire, les États-Unis sont à la tête de la coalition contre Daesh, tout comme ils ont combattu Ben Laden, utilisé dans le passé par la CIA contre les Soviétiques. La guerre contre Daesh est la conséquence de la dissolution de l'armée irakienne par l'occupant américain. C'est la suite de la guerre menée contre le terrorisme, une guerre qui a conduit à l'extension internationale du djihad armé. Les peuples ne cessent de payer le prix de cette folle idée de refaçonner la carte des pays en imposant la démocratie par la force, quitte à exploiter les extrémistes. N'est-ce pas Laurent Fabius, avant de se rétracter, il l'a fait, en mai 2013, qui avait refusé d'inscrire le Front al-Nosra sur la liste des organisations terroristes au motif qu'il faisait du bon boulot en Syrie. Alors que la France refuse de retirer le PKK et le PYD de la liste des organisations terroristes, alors que ce sont des forces démocratiques qui défendent la population de Kobané contre Daesh. Aujourd'hui, le groupe État islamique jouit d'un écho inégalé, source de recrutements mondiaux. Il domine un territoire immense. L'intervention armée venant de l'Occident risque de nourrir le fantasme du choc des civilisations. La division de l'Irak en entités ethniques et confessionnelles ne date pas de Daesh, qui n'a fait que profiter de la situation. L'hypothèse de l'éclatement de l'Irak n'a cessé de se renforcer depuis son invasion illégale au nom de la guerre globale contre le terrorisme et du mensonge des armes de destruction massive. Comment remédier à cet abominable foyer de terrorisme international qu'est l'État islamique? La solution n'est pas seulement dans de nouveaux bombardements, qui succèdent eux-mêmes à des opérations qui n'ont fait qu'empirer la situation dans la région. Hormis les cas d'urgence ponctuels et de légitime défense, la violence n'est pas la réponse durable aux crises, j'ai bien dit durable, sauf à accepter un cercle vicieux et mortifère. Tirons les leçons du bourbier afghan et de ce qui se passe en Libye. Il faut attaquer le mal à la racine. Nous considérons que la réponse aux défis lancés par le groupe État islamique n'est pas seulement militaire, mais politique, économique et diplomatique. Le tout répressif ne peut venir à bout des aspirants au terrorisme, toujours plus nombreux, y compris en France. Si la responsabilité de la sécurité et de la souveraineté de l'Irak revient aux Irakiens et aux acteurs de la région, la communauté internationale, qui a une responsabilité dans la situation, doit jouer un rôle. Une stratégie globale de tous ses membres, notamment des pays du Golfe et de la Turquie, doit conduire à priver les islamistes de leurs moyens militaires et financiers. Très concrètement, il convient de renforcer la lutte contre le trafic de pétrole, d'armes et d'argent qui l'alimentent. Une résolution a été votée au Conseil de sécurité de l'ONU. En ce sens, il faut l'appliquer pleinement. En effet, la vente de pétrole par Daesh lui rapporte environ 2 millions de dollars par jour, sans compter le milliard de dollars de subventions annuelles versées par des sunnites milliardaires du Golfe. C'est l'avenir de l'Irak, comme l'État-nation qui est en jeu. La voie à suivre est celle du dialogue politique interne. La France doit se mettre au service de la paix et non de l'attentisme. Telle est sa vocation, tel est son intérêt, telle est sa responsabilité morale. Notre pays jouit encore d'un capital de sympathie dans la région. Il doit s'en saisir pour aider nos amis irakiens. Il doit être à l'origine d'une conférence régionale sous l'égide de l'ONU avec tous les pays de la région, et plus particulièrement l'Iran, la Turquie et les monarchies du Golfe. Il faut aider l'Irak, qui reste confronté à la difficile répartition du pouvoir entre les différentes composantes ethniques et religieuses. Le nouveau Premier ministre irakien a fait des gestes de réconciliation vis-à-vis de la communauté sunnite. Désormais, certaines tribus sunnites combattent les islamistes aux côtés de l'armée irakienne.
Le Premier ministre a également lancé le chantier de la modernisation de l'armée irakienne. Un choix qui s'impose au regard de la débandade qu'elle a connue lors de ses affrontements avec Daesh l'été dernier. Enfin, depuis sa prise de fonction, les relations avec les Kurdes se sont également apaisées. Après des mois de frappes aériennes, l'engagement français demeure entouré d'une opacité, d'une ambiguïté quant à ses objectifs. Sa légalité est en question. À défaut de mandat de l'ONU, l'appel à l'aide du gouvernement irakien est susceptible de fonder une action armée, mais seulement temporairement, comme le stipule l'article 51 de la Charte des Nations Unies. De plus, l'extension des frappes de la coalition au sol syrien, en dehors de tout cadre légal, pose problème. Dès lors, dans la mesure où cette intervention ne se fait pas sous l'égide du Conseil de sécurité de l'ONU, mais de l'OTAN, et où nous doutons de l'efficacité de nouvelles frappes, nous nous abstiendrons en précisant bien qu'il faut aider l'État irakien à éradiquer ces barbares. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Candelier. Pour le groupe SRC, la parole est maintenant à Monsieur Bruno Le Roux. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les Présidentes, chers collègues, le calendrier parlementaire nous conduit aujourd'hui, après l'hommage républicain fort, une grande séance, je le crois, du Parlement de la République, dans un moment où la République a vécu une véritable tragédie, Monsieur le Premier ministre, l'hommage que nous venons de rendre aux 17 victimes du terrorisme. Nous devons maintenant continuer, débattre et apporter notre soutien à la prolongation de la présence des forces françaises en Irak. On aurait pu penser que face à l'horreur des massacres perpétrés sur notre sol, contre la liberté d'expression, contre les Juifs de France, les Français répondent par la crainte, une certaine panique, la tentation du repli sur soi, la tentation du retrait par rapport à nos engagements. Il n'en est rien, au contraire. Dans la sérénité, dans la fraternité, instinctivement, massivement, les Français ont témoigné de leur attachement viscéral aux valeurs de la République, à la laïcité et au rayonnement de notre pays. Ils ont à nouveau pris conscience que la France avait une vocation universelle, qu'une grande partie du monde était à ses côtés dans la douleur et dans la peine. Ils ont à nouveau pris conscience que la France avait un rayonnement et une responsabilité dans le monde. Nulle part, ces derniers jours, je n'ai entendu un seul de mes concitoyens demander que la France ne s'occupe plus de la marche du monde. Nulle part, je n'ai entendu un seul de mes concitoyens demander que la France se retire ou sursoie à ses engagements. Combattre le terrorisme sur notre sol demande que nous le combattions à la source, là où il progresse, là où il essaye aujourd'hui de gagner la bataille contre ceux qui sont les démocraties. Le 19 septembre était lancée, sous l'autorité du Président de la République, l'opération Chamal, afin d'assurer un soutien aérien aux forces armées irakiennes dans leur lutte contre le groupe terroriste Daesh. Le débat est normal en vertu de l'article 35 de notre Constitution. Et à l'époque, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, vous nous aviez défini 5 axes d'action, 5 axes stratégiques. Et je pense que c'est à la lumière de ces 5 axes stratégiques qu'il faut regarder si nous devons poursuivre l'action aujourd'hui. Le premier d'entre eux vise à défaire militairement la progression territoriale du mouvement terroriste Daesh. Grâce à des missions de recueil de renseignements et de frappe, en coordination avec nos alliés dans la région, de nombreuses capacités offensives et logistiques du groupe terroriste ont été détruites et plusieurs sites stratégiques ont été repris et sécurisés. C'est notamment le cas de la raffinerie de Baïgi, centre névralgique de la production pétrolière irakienne,
ou encore du barrage de Mossoul, crucial pour l'approvisionnement du nord du pays en eau et en électricité. Parallèlement à nos raids aériens, se poursuit notre soutien en équipement au Peshmerga, qui sera renforcé par des actions de formation et d'entraînement de la part des forces armées de la coalition. Mais si ces opérations militaires, mes chers collègues, ont permis d'enrayer la progression de Daesh sur le territoire irakien, elles n'ont pas encore, à ce stade, inversé le rapport de force sur le terrain, ni dans les zones insurgées de l'Ouest, ni sur le front nord, ni le long de la vallée de l'Euphrate en direction de Bagdad. Daesh maintient une forte pression sur la capitale en poursuivant ses opérations de harcèlement contre les forces de sécurité irakiennes et en multipliant les attentats, principalement dans les quartiers chiites de Bagdad, mais aussi dans certaines villes de la province du Kurdistan, notamment à Erbil. Il nous faut donc, par rapport à ce premier objectif que nous aviez fixé, poursuivre notre action. Le groupe terroriste continue par ailleurs ses exactions sur les populations civiles, rendant plus nécessaire que jamais le deuxième axe d'effort de notre stratégie, celui de l'aide humanitaire. Les Nations unies estiment en effet à un peu plus de 2 millions le nombre de déplacés irakiens, dont 850 000 se sont réfugiés dans la région autonome du Kurdistan et plus de 500 000 sont sans abri alors que nous sommes en plein hiver. Là encore, il nous faut, au regard de cet objectif d'action humanitaire, poursuivre notre action. Le tarissement des circuits de financement de Daesh est le troisième axe que vous nous aviez détaillé, tout aussi essentiel de la stratégie adoptée par la coalition. Leur principale manne financière est la contrebande de pétrole, dont les revenus sont estimés à 2 millions de dollars par jour. Il devient ainsi urgent de détruire la vingtaine de puits de pétrole que contrôle encore Daesh, mais aussi d'identifier et de sanctionner les établissements bancaires et autres grossistes impliqués dans le marché parallèle. À ces revenus pétroliers s'ajoutent ceux issus du racket auprès des populations locales, du trafic de drogue, mais aussi du trafic d'organes prélevés sur les combattants blessés ou tués, ou encore sur les otages. Là aussi, tous les moyens doivent être déployés au niveau international pour démanteler les réseaux alimentant ces pratiques ignobles. Et j'ai souhaité dire clairement, parce que cela, pour tous ceux qui nous écoutent, ce sont les pratiques de Daesh, ce sont les pratiques de ceux qui se réclament de ce qui n'a rien à voir avec une religion, mais qui fait aujourd'hui de l'asservissement, qui fait aujourd'hui du trafic de drogue, du trafic d'organes, pour justifier et pour financer la guerre qu'ils font aux démocraties et la guerre qu'ils veulent faire dans ces pays-là aux musulmans. Il en va de même pour juguler le flux de combattants étrangers vers l'Irak et la Syrie, qui était la quatrième ligne directrice de notre action. Ce phénomène est une véritable menace pour la région du Levant, mais aussi pour notre sécurité nationale. En effet, après avoir connu et commis les crimes les plus atroces à l'aller, ces individus sont totalement désinhibés et mus par le seul instinct de violence au retour. Les mesures contenues dans la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme récemment promulguées sont ainsi les bienvenues. De même, Monsieur le Premier ministre, qu'elles seront complétées par des mesures que nous aurons à cœur de mettre en œuvre le plus rapidement possible sous votre initiative. Leur efficacité en sera d'autant renforcée par une coopération accrue avec l'ensemble des pays de la région et de la coalition, mais aussi par le cinquième axe de notre stratégie qui consiste à faire connaître la réalité des pratiques de Daesh. Car la guérilla de Daesh s'accompagne d'une offensive médiatique agressive, destinée à endoctriner de par le monde des jeunes fragiles psychologiquement et à les inciter à couper tout lien familial pour rejoindre le Levant. Mais on ne peut justifier, et sûrement pas, rien ne peut justifier, et sûrement pas la religion de paix qu'est l'islam, toutes les exactions que commet le groupe terroriste Daesh. Ses membres n'ont aucun principe, ni aucune valeur. Leur soif de pouvoir, seule la soif de pouvoir les guide. Et la religion n'est qu'un prétexte de façade pour servir leur prédation. La mise en scène macabre des exécutions d'otages, les assassinats de masse à l'encontre des minorités religieuses et des musulmans ayant tenté de prendre les armes contre eux, les décapitations, les viols, l'esclavage sexuel
et les grossesses forcées, voilà la réalité du groupe qui se fait appeler État islamique, mais qui n'est en vérité qu'une secte violente. Mes chers collègues, nous ne laisserons pas les extrémistes, quels qu'ils soient, définir ce que nous sommes. Nous ne laisserons pas les terroristes nous dicter notre conduite. Nous ne laisserons pas des dictateurs aussi cyniques que sanguinaires nous manipuler. Bachar al-Assad a voulu utiliser la menace terroriste pour redorer son blason sur la scène internationale. Mais les ficelles sont bien grosses et ni la France, ni ses alliés ne sont dupes de celui qui a donné la mort à près de 200 000 de ses concitoyens. En libérant ses dirigeants de prison, en lui achetant du pétrole, en lui laissant carte blanche sur son territoire contre l'opposition modérée, le régime syrien a permis à Daesh de se développer et d'atteindre l'ampleur que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, si Bachar al-Assad croit qu'il redeviendra un interlocuteur crédible dans la région qu'il a contribué à déstabiliser, il fait fausse route. Nous continuerons sans relâche, avec nos partenaires, à prôner une transition politique, à former et à équiper les combattants de l'armée syrienne libre, afin de desserrer le double étau du régime baathiste et de Daesh qui asphyxie le nord du pays et plus particulièrement les villes d'Alep et de Kobané. La France ne peut oublier qu'elle est le pays de la liberté. Liberté, égalité, fraternité, telles sont les valeurs qu'incarnent aujourd'hui, Monsieur le ministre de la Défense, nos soldats. Ils assurent au quotidien la sécurité de notre territoire et de nos ressortissants, en métropole, aujourd'hui encore, en outre-mer et en dehors de nos frontières, notamment en Irak. Permettez-moi, pour finir, de rendre un hommage appuyé à leur professionnalisme, à leur courage, à leur excellence qui font notre fierté nationale ainsi que notre réputation internationale. Ces femmes et ces hommes ne pourraient servir sous nos drapeaux sans le soutien de leurs proches qui doivent vivre des mois durant dans l'angoisse de perdre un être cher. Je veux leur dire que la nation tout entière, ici représentée, leur est reconnaissante. Au nom de l'ensemble des parlementaires, je tiens à adresser aux familles des soldats tombés sur nos différents théâtres d'opération nos plus sincères condoléances et notre profonde gratitude. Et pour signifier à nos forces armées qu'elles ont le soutien plein et entier de la nation dans leur action au service de la paix et de la sécurité collective, j'invite, au nom de mes collègues du groupe SRC, l'ensemble des députés à autoriser la prolongation de l'opération Chamal. Oui, notre lutte contre la barbarie de Daesh et ses affidés sera longue, mais montrons par un vote sans équivoque qu'elle sera sans relâche. Merci, Monsieur Leroux. Pour le groupe UMP, la parole est à Monsieur Pierre Lellouche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Messieurs, Mesdames les ministres, Mesdames les Présidentes, mes chers collègues, il est des coïncidences qui n'en sont pas. Après la semaine tragique que nous venons de vivre, où notre pays s'est dressé debout après avoir été frappé au cœur dans ce que nous avons de plus sacré, de plus cher, nos valeurs de liberté, de tolérance, voici que le calendrier constitutionnel nous conduit à nous prononcer aujourd'hui sur le maintien ou non de notre action militaire en Irak que nous avons commencé début août dernier. Ce télescopage dans le temps et l'espace entre la défense de l'avant, au travers du combat contre l'État islamique en Irak et au Levant, et la défense de nos concitoyens contre l'agression terroriste ici même en France, résume parfaitement la situation sans précédent depuis la fin de la guerre froide à laquelle la France est désormais, et hélas pour longtemps, je le crains, confrontée. Car ceci, je le dis avec gravité, en ayant conscience que beaucoup répugnent encore à utiliser ce terme, mais j'ai été heureux d'entendre le Premier ministre l'utiliser tout à l'heure. Ceci est bien un état de guerre. Une guerre que nous n'avons ni voulu, ni choisi de livrer, une guerre sans équivalent dans l'histoire moderne, une guerre qui nous est déclarée tous les jours sur les réseaux sociaux, une guerre globale qui se déploie simultanément sur de multiples théâtres, du Mali au Sahel et à la Libye, de l'Afghanistan au Pakistan, du Nigeria au Yémen, au Cameroun, bien sûr en Syrie et en Irak. Une guerre qui frappe des dizaines de milliers de civils innocents de toute confession, d'abord dans les pays musulmans eux-mêmes qui en sont les premiers foyers, mais aussi en Occident, Boston, Ottawa, Londres, Sydney, Bruxelles, Joué-les-Tours, Nantes,
et bien sûr Toulouse et Paris aujourd'hui. Dans cette guerre contre le djihadisme mondialisé, mélange de barbarie moyenâgeuse et de high-tech du XXIe siècle, que colore d'un théâtre à l'autre des spécificités régionales et ethniques, la France se bat en première ligne. Elle le fait aujourd'hui même au Mali et à travers l'immense bande sahélo-saharienne. Elle le fait depuis plusieurs mois déjà en Irak au moyen d'éléments de sa force aérienne. Mes chers collègues, de même qu'hier, le groupe UMP avait soutenu sans réserve l'action exemplaire de nos soldats, auxquels je veux rendre hommage, au Mali et dans le Sahel, de même nous soutiendrons d'une seule voix le maintien de notre engagement en Irak. Les raisons en sont limpides. Dois-je rappeler tout d'abord que nous sommes engagés en Irak à la demande du gouvernement légitime de Bagdad sur la base de la résolution 2170 du 15 août dernier du Conseil de sécurité des Nations Unies en application du chapitre 7, je cite, qui demande instamment à toutes les parties d'empêcher la poursuite des crimes contre l'humanité commis par les forces de l'État islamique et d'Al-Nosra contre les populations civiles, kurdes, yézidis et musulmanes au nord de l'Irak. Dois-je rappeler que notre intervention se situe dans le cadre d'une coalition internationale de 32 pays, dont 6 pays arabes. À toutes ces raisons, il n'est pas inutile de rappeler, hélas, les chaleureuses félicitations du porte-parole de l'État islamique à l'endroit des bouchers de Charlie Hebdo, qualifiés de héros, et le fait que le troisième tueur de Montrouge et de la Porte de Vincennes a revendiqué ces 5 meurtres au nom de l'État islamique et pour venger, je cite, l'action de la France contre l'État islamique. Dans ces conditions, c'est l'honneur et bien sûr le devoir de tout le monde ici, et bien sûr de l'opposition républicaine, d'apporter son soutien total à nos soldats engagés en Irak. La France n'a ni l'option de la neutralité, ni celle plus déshonorante encore d'un retrait honteux dans l'espoir illusoire de nous protéger. Mes chers collègues, l'impératif d'un consensus bipartisan sur notre engagement en Irak ne doit cependant pas nous interdire d'apporter nos propres réflexions sur la stratégie et les moyens engagés dans cette opération et plus généralement sur la conduite par la France de la guerre à laquelle elle est désormais confrontée. Car l'intervention en Irak, même relativement modeste, même dans le cadre d'une coalition, est lourde de risques sérieux, surtout si l'on n'a pas pris l'exacte mesure des enjeux de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et dans le monde arabo-musulman. Le premier risque, en effet, est celui de la sous-estimation. Ce qui se passe au Proche-Orient et singulièrement en Syrie et en Irak, après le double choc des révolutions arabes et la troisième guerre d'Irak, je veux parler de celle de George Bush Jr., n'est ni plus ni moins que l'implosion du système des États et des frontières tel que conçu il y a un siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale sur la base du partage franco-britannique, les accords Sykes-Picot des dépouilles de l'Empire ottoman. La Syrie, multiethnique et multiconfessionnelle telle que sortie du mandat français, a essentiellement, mesdames et messieurs, cessé d'exister. Et nul ne sait demain ce qui émergera de ce cratère de ruines, de ces millions de Syriens réfugiés en Jordanie, au Liban et jusqu'aux côtes de l'Italie. Quant à l'Irak, tel que conçu par ses géniteurs britanniques en 1920, c'est-à-dire un État dominé par les élites issues de la minorité arabo-sunnite, marginalisant la majorité chiite et déniant aux Kurdes le droit à l'autodétermination qui leur avait pourtant été promis avant le traité de Sèvres, cet État-là, qui avait perduré de Qassem à Saddam Hussein, a lui aussi, mesdames et messieurs, de facto cessé d'exister. L'Irak a aujourd'hui éclaté en 3 morceaux ethniques et religieux, et en fait, sinon en droit, le Kurdistan est à présent indépendant. Il lève et vend son pétrole, et ce sont les Peshmerga qui se battent dans le Singar, soutenus par l'aviation occidentale et par les armes que nous leur avons livrées, Monsieur le Ministre. L'Irak de Bagdad est désormais chiite, tout comme ce qui reste aujourd'hui de l'armée irakienne, qu'on a vu se débander en masse au mois de juin dernier face à des djihadistes sunnites de l'État islamique, pourtant 6 fois moins nombreux. Quant aux régions sunnites, ce sont elles qui fournissent, grâce aux tribus et aux anciens cadres civils et militaires baassistes, aujourd'hui salafistes, le cœur de l'État islamique dirigé par Bagdadi. Car cet État islamique, et c'est là que mon analyse diffère de ce que j'ai entendu de M. Leroux, cet État islamique en est un ou en phase de l'être. Il contrôle le tiers de l'Irak, la partie orientale de la Syrie, des villes et des puits de pétrole. Il est puissamment armé et financé de l'extérieur. Il reçoit chaque mois 1000 djihadistes supplémentaires venus de l'étranger
qui s'ajoutent à ces 35 000 combattants. On comprend dès lors les limites d'une intervention aérienne, même conséquente, d'autant qu'après les succès initiaux remportés dans le Singar, les forces de Daesh se sont repliées dans les villes, ce qui rend beaucoup plus complexe les missions de bombardement, sauf à accroître encore le nombre des victimes parmi les populations civiles. À terme, tout va donc dépendre de la capacité du gouvernement de Bagdad de s'entendre avec la minorité sunnite afin de retourner les unes après les autres les tribus qui soutiennent l'État islamique. Et pour qui connaît l'histoire sanglante de l'Irak, la conquête britannique entre 1914 et 1917 avait coûté 100 000 morts à l'armée britannique. Et l'occupation américaine, 4 500 morts et 4 000 milliards de dollars en 10 ans. Pour qui connaît cette histoire, disons que les perspectives d'un succès rapide par la seule action de l'arme aérienne paraissent pour le moins hypothétiques. C'est donc un conflit long, à l'issue incertaine auquel il faut nous préparer, un conflit dont nous n'avons pas fini de subir par ailleurs les retombées terroristes en Europe et en France. Et là-dessus, le Président de la République, le Premier ministre ont absolument raison. Pour l'heure, notre engagement demeure modeste, une quinzaine d'avions de combat, une frégate, 10% en gros de l'effort de la coalition, et il est relativement peu coûteux, c'est le surcoût des Mirages en Jordanie et l'engagement du Charles de Gaulle. Mais la modestie relative de cet engagement comporte aussi, Monsieur le Premier ministre, un coût politique, celui du suivisme. C'est le deuxième risque, d'une politique américaine pour le moins erratique dans cette partie du monde. Qui ne se souvient, par exemple, du brusque revirement du président Obama à l'été 2013, lorsqu'il fut décidé à Washington de ne plus punir Bachar el-Assad pour l'emploi des armes chimiques contre son peuple, laissant la France de M. Hollande dans une situation, disons, pour le moins embarrassante. Et qui peut dire aujourd'hui, dans une Amérique libérée de toute dépendance énergétique grâce à son gaz et son pétrole de schiste, et qui se rapproche de l'Iran, quelle sera, après Obama, la politique américaine à l'égard du monde arabo-sunnite? Entre un pôle chiite stable, piloté par l'Iran, et un monde sunnite divisé et déchiré par le salafisme, qui sait de quel côté l'Amérique penchera demain? Le risque pour la France, et c'est le troisième, est d'autant plus réel qu'on peine à entrevoir les contours d'une stratégie autonome de la France dans cette région du monde. Nous voulions hier bombarder le régime alawite de Bachar el-Assad et soutenir militairement la résistance dite modérée. Aujourd'hui, la France veut être à la fois contre Daesh et contre Bachar, soit, mais alors comment combattre un adversaire, l'État islamique, présent des deux côtés de la frontière, et comment, dans ces conditions, sauver le Liban et la Jordanie du chaos existentiel qui les menace à court terme, alors que, par ailleurs, nous refusons de dialoguer sérieusement de ces questions avec deux autres acteurs clés, la Russie et l'Iran. Entre les incertitudes américaines et l'émergence de nouveaux rapports de force dans l'ensemble de la région, il y a pourtant place pour une grande politique étrangère française qui pourrait entraîner avec nous les partenaires européens, à condition d'engager une réflexion en profondeur sur le devenir de l'ensemble de la région et de ses quatre États clés, l'Irak, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Le quatrième risque vous concerne directement, Monsieur Le Drian. C'est un travers que nous connaissons trop bien chez nous, c'est l'inadéquation entre les ambitions et les moyens. Le chiffre magique de 31,4 milliards d'euros est tout simplement insuffisant pour remplir les missions confiées à nos forces armées sur les différents théâtres d'opération. Peut-on à la fois protéger le Mali, sécuriser le Sahel, reconstruire la Centrafrique, combattre l'État islamique, désormais protéger les Français ici même en France, avec un budget qui ne cesse de se réduire en peau de chagrin? Cette année, vous le savez mieux que personne, on aura 1 milliard d'euros de surcoût pour les OPEX, 3,5 milliards de factures impayées, 2,5 milliards de ressources exceptionnelles qui ne verront pas le jour, c'est-à-dire au total pas loin de 7 milliards d'euros, Monsieur le Ministre, c'est-à-dire une annuité complète d'équipement de l'armée française hors nucléaire. Pourtant, notre action en Irak, l'actualité récente nous y invite, doit avoir désormais pour priorité absolue un impératif de défense strictement nationale, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par le Premier ministre, mieux connaître les filières de combattants djihadistes d'Europe et de France et les stopper et les détruire, mieux coordonner la défense de l'avant et la défense du territoire en termes de renseignement, de politique stratégique. Autant de tâches qui restent à accomplir et qui doivent aller de pair avec le renforcement indispensable des moyens de lutte contre le terrorisme à l'intérieur, amélioration du renseignement, renforcement de la législation, comme nous l'avions suggéré en vain lors de la discussion de la loi Cazeneuve, je termine, il y a quelques semaines. Il faut espérer que sur l'ensemble de ces points, l'extraordinaire mobilisation de notre pays dimanche dernier permette d'avancer sur la base d'un consensus bipartisan. Après l'émotion et la compassion
le temps de l'action est venu. Alors oui, mes chers collègues, l'UMP votera avec fermeté, mais vous l'avez compris, avec lucidité, la prolongation de l'opération Chamal en Irak, dans l'espoir que celle-ci favorisera à terme et la stabilisation de la région et l'éradication de la menace terroriste sur notre propre sol. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Lellouche. Pour le groupe UDI, la parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, qu'il s'agisse de l'intervention de la France au Mali, mais aussi en République centrafricaine, le groupe UDI a, dans les moments difficiles, toujours apporté son soutien au Président de la République et au gouvernement dans un esprit de responsabilité et d'union nationale. Nous l'avions fait en conscience, car nous estimons que la sécurité des Maliens et des Centrafricains, et plus largement de tout l'arc sahélien, ainsi que celle des Français et des Européens, en dépendait. Permettez-moi avant tout, comme l'a fait notre président de groupe, Philippe Vigier, de saluer le courage, le professionnalisme des militaires français qui servent, dans des conditions souvent très difficiles, leur pays avec courage et abnégation. En tout, 102 de nos valeureux soldats sont tombés au champ d'honneur, 89 en Afghanistan, 9 au Mali, 4 en République centrafricaine, pour défendre le droit et la liberté. Ils sont la fierté de la France. Nous tenons à leur rendre hommage. Aujourd'hui, alors que nous sommes appelés à prolonger l'engagement de nos forces aux côtés de nos alliés pour combattre le monstre Daesh en Irak, la France se réveille sonnée par les tragiques événements de la semaine dernière. Une France sonnée, mais une France debout. Nous avons vécu en quelques jours des événements d'une violence inouïe, mais également un dimanche citoyen digne d'un 25 août 1944, moment rare au cours duquel le peuple de France se lève, marche et réaffirme sa fierté nationale et sa fraternité républicaine. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, vous avez tenu un discours d'une grande tenue, un discours qui fait honneur à la République, qui fait honneur au débat démocratique. Et cela, je tenais à vous le dire. Avant-hier, le monde entier avait les yeux rivés sur notre pays. La France des Lumières, qui a toujours su dire non à tous les obscurantismes, celle du chevalier de la Barre exécuté en 1766 pour blasphème, la France de la liberté d'expression et de conscience, la France de la démocratie et des droits de l'homme. Le monde entier a rendu hommage aux journalistes de Charlie Hebdo, aux policiers abattus et aux citoyennes tombés sous les balles des terroristes, dont certains, parce qu'ils étaient juifs, ne les oublions pas. Ne les oublions jamais. Alors que nous avions trop longtemps et trop naïvement voulu cantonner loin de nos frontières la menace terroriste, nous prenons enfin conscience que le mal est aussi en train de nous gangréner de l'intérieur. Nous devons, dès à présent, tout faire pour que ces événements tragiques que nous avons vécus sur notre sol, non seulement ne se reproduisent pas en France, mais ne se reproduisent nulle part ailleurs. Rappelons-nous qu'alors qu'en France, nous pleurions nos 17 victimes, 38 Yéménites mouraient dans un attentat à la voiture piégée à Sanaa. N'oublions pas non plus les 2 journalistes tunisiens exécutés en Libye, ainsi que les 2000 personnes ces derniers jours sauvagement assassinées que pleure le Nigeria, victime de la folie destructrice et barbare de Boko Haram. Revenons à la menace permanente que fait peser Daesh en Irak et en Syrie, qui reste la plus significative et qui nécessite donc de notre part un engagement déterminé et exemplaire. Car, ne nous y trompons pas, ces califoutraques islamistes entendent annihiler notre vision universaliste
et humanistes et agissent pour soumettre le monde à leur vision obscurantiste et rétrograde de la société. Frapper uniquement la tête de l'hydre Daesh en Irak, c'est oublier que c'est en Syrie qu'il puise ses ressources humaines et logistiques et que des puissances régionales l'ont soutenu financièrement. Comme l'exemple libyen nous le rappelle, les seules frappes aériennes ne sauraient suffire pour éradiquer Daesh, qui, comme Al-Qaïda, fait des émules au sein de la nébuleuse djihado-terroriste en s'appuyant sur le terreau de la pauvreté et de l'ignorance qu'il faut, avec tout autant d'ardeur et de fermeté, combattre. D'où une légitime interrogation que nous devons poser clairement, celle de la réalité d'une autre menace du même ordre, pour nous tout aussi préoccupante, si ce n'est plus qu'est-ce qu'est la zone saharo-sahélienne. Il ne faut pas oublier que, comme pour les crises maliennes et centrafricaines, la situation irakienne se nourrit également d'interactions venues de son voisinage et des grands conflits de la région. Des massacres, des exactions contre les populations civiles sont perpétrées sans relâche par Daesh. Les plus fragiles, des femmes violées, des enfants asservis, des personnes âgées maltraitées en sont victimes quotidiennes. Les communautés yézidis et kurdes sont persécutées, les chrétiens d'Orient martyrisés. La France ne pouvait rester silencieuse face à cette barbarie. Lorsque les fondements humanistes universels sont attaqués et que la France est appelée à l'aide, elle se doit de réagir. Les actions terroristes de ces derniers jours nous confirment que nous devons être plus que jamais intransigeants et déterminés en Irak, sans oublier en Syrie, mais aussi au Sahel, en Libye et enfin sur notre propre sol. Car nous savons que 1200 à 1400 Françaises et Français ont rejoint le djihad. Certains ont été arrêtés jusque dans un département rural tel que le Tarn. Confrontés à cette menace globale, notre réponse doit être globale. Le groupe UDI le répète inlassablement face à des adversaires déterminés dans leurs convictions, fussent-elles outrageusement erronés, dénaturant la vraie nature de l'islam. Il y a urgence à construire une défense commune, collective et solidaire entre les Européens conscients de leur communauté de destin. C'est notamment parce que cette dernière se forge dans les moments difficiles que nous devons œuvrer pour une Europe de la sécurité et de la défense, qui sache monter enfin à l'offensive sans hésitation quand les fondements universels de nos sociétés sont visés comme ils l'ont été la semaine dernière. La gravité et l'ampleur de la situation nous imposent d'assurer une promesse de mobilisation européenne et internationale, tant sur le point humanitaire qu'au niveau du soutien militaire. À titre d'exemple, le président égyptien Al-Sisi l'a du reste parfaitement exprimé à l'occasion de sa visite officielle à Paris en décembre dernier. L'Égypte, puissance régionale, est prête à agir de concert avec ses partenaires de la Ligue arabe et de l'Union européenne. Mais au-delà de la Russie, de la Turquie et des monarchies du Golfe, elles aussi concernées par ce conflit, on ne peut oublier l'Iran, qui doit revenir dans le jeu politique et diplomatique de la région. La France a une vocation universelle, mais elle n'est plus une puissance universelle. Elle n'a pas les moyens de compenser seule l'impuissance internationale. Elle a par contre encore et toujours vocation à susciter l'élan collectif des nations du monde. Le grand dessein d'un grand pays comme la France, c'est donc le partage de la décision, mais aussi de donner du temps et de la profondeur à sa politique étrangère, qui doit retrouver des inspirations gaulliennes et pas seulement être dictée par la tyrannie de l'émotion. De plus,
Au regard des heures tragiques que nous venons de vivre, nous ne pouvons plus reculer quant à une meilleure coordination au niveau européen du renseignement et du contre-terrorisme, en prenant appui sur les outils existants, à l'instar de la stratégie européenne de lutte contre le terrorisme et en appelant à la création d'un véritable service de renseignement mutualisé. Il nous faudra aussi œuvrer à une meilleure coordination de notre propre communauté de renseignement. Il faut saluer ici l'action au quotidien de ces agents qui ont permis de déjouer de nombreuses tentatives d'attentats. En outre, prenant en compte le coût des OPEX en temps de crise, la nécessaire mobilisation de nos soldats et de nos forces de sécurité sur le territoire national, le groupe UDI estime nécessaire d'ouvrir concrètement le chantier de la solidarité européenne en matière de financement des OPEX. De plus, il n'est plus crédible de s'appuyer sur l'actuelle loi de programmation militaire qui, compte tenu de l'ancrage et des évolutions et des menaces sécuritaires, est dès à présent obsolète. Pire, cette LPM ne nous donne pas les moyens suffisants dont nous avons besoin afin que les Français puissent vivre en sécurité. La défense est une mission régalienne de l'État. Nous demandons solennellement, Monsieur le Premier ministre, de remettre en débat une nouvelle loi de programmation militaire qui dote nos forces armées et de sécurité des moyens qui leur permettent d'assurer dans de bonnes conditions leurs engagements et à la France de tenir son rang. Monsieur le Premier ministre, par son idéologie meurtrière et ses actions ignobles, le mouvement terroriste Daesh représente une menace que nous devons combattre de manière intraitable. Nous sommes tous Charlie, mais nous sommes tous Kobané aussi. C'est pourquoi, bien évidemment, le groupe UDI soutiendra de manière forte, déterminée, mais aussi vigilante, le prolongement de l'opération française en Irak. Je vous remercie. Merci, Monsieur Folliot. Pour le groupe écologiste, la parole est à Monsieur François de Rugy. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Madame les ministres, Mesdames les présidentes de commission, chers collègues. Avant de commencer mon propos sur ce débat, je souhaite à mon tour m'associer à l'hommage qui a été rendu tout à l'heure par notre président de l'Assemblée nationale et exprimer au nom du groupe écologiste notre solidarité avec les familles des victimes et notre reconnaissance à l'égard des forces de police et de gendarmerie de notre pays qui assurent, parfois au prix de leur vie, la sécurité de nos concitoyens. Nous rendons aussi hommage à cette occasion aux soldats de l'armée française qui sont engagés sur notre territoire et à l'étranger. Nous saluons aussi, nous le disons très clairement, l'action du président de la République sur ces terribles attentats qui ont frappé notre pays et votre discours, Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, l'action de votre gouvernement avec en première ligne sur ces sujets vos ministres, messieurs Cazeneuve, Le Drian et Fabius. Nous venons de traverser l'une des épreuves les plus douloureuses de notre histoire contemporaine. Les attaques perpétrées contre Charlie Hebdo, contre des agents de police et contre l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes resteront gravées dans notre mémoire collective. Mais dans ce contexte d'extrême émotion, il est de notre responsabilité de ne pas céder à la précipitation et d'apporter des réponses concrètes, rigoureuses et fermes aux questions que soulève notre dispositif de lutte contre le terrorisme. Le hasard a voulu que nos obligations constitutionnelles nous conduisent à nous prononcer aujourd'hui sur la prolongation de l'intervention militaire en Irak, où nos armées combattent l'État islamique, du moins qui se prétend comme tel, acteur majeur du djihad international. Et parce que la France se déclare solidaire du camp du droit contre la politique de l'agression, pour reprendre la formule employée par le président François Mitterrand lors du déclenchement de la première guerre du Golfe, il me semble nécessaire de rappeler la résolution de l'ONU sur laquelle nous nous appuyons. Dans cette résolution 2178 du 24 septembre dernier, placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui autorise le recours à la force en cas de non-respect, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle ses États membres, je cite, à s'attaquer à l'ensemble des causes du phénomène terroriste, ce qui inclut non seulement de se positionner sur la scène internationale comme partie prenante d'une lutte
globale contre le développement de la menace terroriste, mais également de prendre des dispositions internes afin d'empêcher la radicalisation, de juguler le recrutement, d'interdire aux combattants terroristes de voyager ou encore de lutter contre l'extrémisme violent et l'incitation à la commission d'actes terroristes. Les termes du Conseil de sécurité de l'ONU sont sans équivoque. Ce travail n'est pas seulement souhaitable, il constitue une obligation. C'est bien dans cet esprit, dans le cadre d'une action de la communauté internationale, que le groupe écologiste aborde la question de la lutte contre le terrorisme en général et le débat sur la prolongation de l'intervention militaire en Irak en particulier. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, il y a un quasi-consensus dans cet hémicycle pour affirmer que nous sommes confrontés à un phénomène d'une ampleur et d'une nature particulière. L'actualité nous a douloureusement rappelé que cette menace pouvait sévir en France, mais elle frappe également d'autres pays, à commencer par ceux qui sont majoritairement musulmans. Le président nigérien Mamadou Issoufou a parlé hier, dans une intervention au journal Libération, d'une seule et même internationale terroriste allant du Moyen-Orient au Sahel en passant par certains pays du Golfe. Cette menace s'enracine dans une idéologie totalitaire, une sorte de nouveau fascisme. Dans une tribune publiée le 9 août dernier, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin affirmait d'ailleurs « L'islamisme est à l'islam ce que le fascisme fut en Europe à l'idée nationale, un double monstrueux et hors de contrôle, à cheval sur l'archaïsme et sur la modernité. » Avec cette idéologie, la religion est instrumentalisée, dévoyée au service d'un projet politique qui vise à prendre le pouvoir dans des pays existants, comme ce fut le cas avec les talibans en Afghanistan il y a déjà près de 20 ans, ou à créer de nouveaux États, comme tente aujourd'hui de le faire Daesh, sur un territoire à cheval sur l'Irak et la Syrie, où d'ores et déjà il prélève l'impôt, remplace les tribunaux civils par des tribunaux islamiques, dirige les administrations et a levé une armée. Et c'est également le cas dans certaines zones du Sahel ou d'Afrique de l'Ouest, comme au Nigeria, où le groupe terroriste Boko Haram contrôle un territoire grand comme la Belgique et commet les pires atrocités depuis 2 ans. Face à cette menace, le rôle de la France, c'est d'abord de participer à l'effort international, le cas échéant dans le cadre d'interventions militaires, pour ne pas laisser se constituer des zones de concentration terroriste. Et je veux rappeler ici que lorsqu'il s'est agi d'intervenir au Mali, en Irak ou en Syrie, la France a été au rendez-vous sous l'impulsion du président de la République, François Hollande, au nom de la protection des populations et du respect du droit, et nous pouvons nous en féliciter. Mais c'est également d'adapter notre législation pour garantir aux citoyens tout à la fois la liberté et la sécurité, qui sont non pas opposables mais consubstantielles. Il y a 4 mois, c'est au nom de ces principes que le groupe écologiste avait apporté un soutien conditionné à l'intervention militaire en Irak. Aujourd'hui, et parce qu'il n'est pas d'intervention militaire d'envergure qui ne s'inscrive dans le temps long, la poursuite de l'opération nous apparaît cohérente. Pour autant, le contexte de tension que nous avons connu ces derniers jours ne doit pas nous conduire à abaisser notre niveau d'exigence et de vigilance en ce qui concerne les principes, les valeurs et les objectifs qui justifient notre engagement militaire. J'avais exprimé, il y a 4 mois, un certain nombre de réserves et d'interrogations par rapport à l'opération dite Chamal. Plusieurs d'entre elles conservent leur pertinence aujourd'hui. D'abord, les crises syriennes et irakiennes sont venues rappeler l'enchevêtrement des problématiques sécuritaires et communautaires. Aujourd'hui, les tensions opposant chiites et sunnites, kurdes et minorités chrétiennes, yézidis et sabéennes, les inégalités et la pauvreté constituent un terreau sur lequel prospèrent les idéologies fondamentalistes. Au mois de septembre, le groupe écologiste avait appelé à la tenue d'une conférence internationale dont la France pourrait prendre l'initiative. Cette conférence pourrait notamment permettre de formuler des propositions pour introduire de nouveaux modèles d'administration respectueux des droits des minorités qui sont au cœur des problématiques de cette région, ou de poser des principes de gestion et de partage des ressources en eau et en hydrocarbures. Ensuite, nous devons nous interroger sur les contradictions de nos relations avec les populations kurdes d'Irak et de Syrie. En Irak, les Peshmerga constituent un relais militaire de premier plan pour la coalition et un rempart de poids dans la lutte contre l'idéologie de l'État islamique, alors qu'en Syrie, les soldats du PKK et du PID appuient les opérations de la coalition, comme ce fut récemment le cas dans le massif de Sinjar. Dès lors, comment expliquer que certaines organisations qui combattent avec nos armes sur le terrain demeurent inscrites sur les listes terroristes de l'Union européenne, ou que certaines de leurs instances représentatives en France soient tenues à l'écart des relations bilatérales?
En outre, compte tenu du périmètre relativement limité de l'intervention française, qui a assuré moins de 3% des frappes aériennes en Irak et qui ne participe pas aux opérations en Syrie, comment garantir que notre autonomie stratégique sera respectée et que notre voix sera entendue, d'autant plus que nos partenaires européens refusent de s'affirmer comme des acteurs diplomatiques et militaires sur ce terrain comme sur d'autres, ce que nous regrettons. Les échecs des interventions en Afghanistan, en Irak et en Libye ont montré les limites de la stratégie américaine, se limitant au volet militaire. En Irak, comme l'a dit Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, nous devons soutenir la transition politique en encourageant la formation d'un gouvernement inclusif qui soit à l'image de la diversité de la population irakienne. En Syrie, où la répression du régime et de l'État islamique a fait plus de 200 000 morts, la coalition doit à tout prix imposer une opération humanitaire d'envergure et soutenir un projet politique de transition fondé sur la réunification des oppositions syriennes. Et nous tenons à dire très clairement que nous partageons la position du président de la République qui refuse toute réhabilitation du régime de Bachar el-Assad à l'occasion de cette intervention. Enfin, la crise irakienne doit nous interroger sur le jeu trouble de certaines puissances régionales. Je pense bien entendu au rôle du Qatar et de l'Arabie saoudite, qui finançaient l'État islamique hier et qui interviennent à nos côtés aujourd'hui. Mais je pense également à la Turquie, qui, pour des raisons de politique intérieure, se refuse à venir en aide aux Kurdes de Kobané, au mépris de leurs engagements internationaux, ou qui fait preuve d'un laxisme évident vis-à-vis des combattants, notamment venant de France ou d'Europe, qui transitent par son sol pour rejoindre les rangs de Daesh. Voilà, mes chers collègues, les principes qui fondent la position du groupe écologiste aujourd'hui, sang-froid, fermeté et exigence. Car si nous nous honorons d'être pacifiques, nous nous devons d'être fermes. La volonté de paix est une chose, une autre est l'impuissance, et l'histoire nous enseigne combien la seconde peut ruiner la première, comme l'avait dit Michel Rocard devant cet hémicycle en tant que Premier ministre en 1991. Le groupe écologiste votera donc en faveur de la prolongation de cette intervention. Merci. Merci, Monsieur de Rugy. Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Jacques Moignard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames les Présidentes, comme nous l'avons rappelé, les événements tragiques que nous venons de vivre, la France et d'autres pays de l'Union européenne est aujourd'hui confrontée au basculement de plusieurs centaines d'individus dans l'engagement radical violent, le plus souvent en lien avec des filières qualifiées de djihadistes. C'est sans relâche et avec détermination sans faille que nous devons poursuivre la lutte contre les actions terroristes déployées sur notre propre territoire, mais aussi sur les théâtres d'opérations à l'étranger. Je ne peux continuer sans voir ressurgir dans nos consciences les mots qui ont occupé les minutes qui viennent de s'écouler à cette tribune. Émouvants, vibrants, chaleureux et sensibles, ces mots prononcés, ces phrases distillées avec conviction et autorité reflètent la sensibilité profonde du peuple de France. Monsieur le Premier ministre, vos propos constituent, de par leur éclat et leur force, le socle du fait républicain. Cette République vit de ses convictions évoquées et son exaltation correspond en toute partie à cette détermination sans faille. Parce que sur des territoires irakiens et syriens qu'elle contrôle, une organisation terroriste armée, Daesh, issue d'une branche dissidente d'Al-Qaïda, s'est autoproclamée depuis juin dernier l'État islamique en Irak et au Levant. Devenue l'organisation terroriste la plus puissante dans la région, elle représente un danger à plus d'un titre. Un danger par son idéologie d'abord. Sous couvert de principes islamiques, Daesh prône une doctrine mafieuse et criminelle pour asservir les populations sous son contrôle. Elle y parvient en menant une épuration ethnique et religieuse aux conséquences humaines et humanitaires désastreuses. En exécutant presque systématiquement les militaires et miliciens des armées irakiennes et syriennes, fait prisonniers, ainsi que les rebelles syriens, en massacrant des civils, notamment les yézidis ou des tribus sunnites hostiles à l'État islamique, quand ce ne sont pas des otages occidentaux, les méthodes d'exécution barbares sont toujours les mêmes, fusillades, décapitations et crucifiements, si bien que, et à juste titre, l'EI est accusé de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité par l'ONU,
la Ligue arabe, les États-Unis et l'Union européenne. Cette organisation représente ainsi un danger par l'immense territoire qu'elle a désormais sous contrôle. Depuis juin dernier, le UI s'est lancé dans un processus de conquête territoriale fulgurant. D'abord en conquérant Mossoul et avec elle toute la province de Ninive, puis l'ouest de la province de Kirkouk, le nord de la province de Salah ad-Din, dans la ville de Tikrit, ainsi qu'Al-Qaïm, son poste frontière, puis Tal Afar. En août, c'était au tour de Kurdistan irakien de tomber, ainsi que plusieurs villes, dont Zoumar, Sinjar et Karakosh. À ce jour, l'organisation terroriste a donc étendu son influence sur environ un tiers des territoires irakiens et syriens, un tiers, en contrôlant les principaux points de communication et axes stratégiques que sont les villes, fleuves et postes frontières. C'est sur ce vaste territoire que depuis le 29 juin dernier, l'État islamique en Irak et au Levant a rétabli le califat avec à sa tête Abu Bakr al-Baghdadi, proclamé calife sous le nom d'Ibrahim. Dans cette expansion terroriste, ce sont désormais Alep et Bagdad qui sont visés, puisque Daesh ambitionne d'établir à terme un califat ancré sur un vaste territoire allant du Levant, Syrie, Liban, Jordanie et Palestine, à l'Irak. Cette organisation est un danger car elle dispose de moyens financiers et d'une force combattante considérable. Sans une fortune estimée, je dis bien estimée, à 2 milliards de dollars, alimentée par des sources de financement divers de donateurs privés, du butin de la Banque centrale de Mossoul, de l'exploitation des puits de pétrole et du racket récolté dans les zones sous contrôle, l'EI ne pourrait mener ses actions barbares. Il ne pourrait pas non plus parvenir sans une force combattante d'environ 30 000 individus venus d'Irak, de Syrie pour la plupart, et d'Occident. De rappeler à ce titre que la loi que nous avons votée en décembre, ça a été rappelé, visant à renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, trouve dans ce contexte toute sa justification. Car en mettant en place une interdiction administrative de sortie du territoire, elle fera obstacle à ce que des Français, souvent très jeunes, quittent le territoire national pour apprendre la lutte armée ou pour se radicaliser davantage et deviennent à leur retour un danger pour la sécurité nationale. Daesh fait donc montre par son organisation, ses méthodes et ses objectifs d'une dangerosité exceptionnelle qui a pris en quelques mois une ampleur considérable. Face à cette menace durable pour toute la région du Proche et Moyen-Orient et du monde, la France n'a pas tardé à réagir. Il est utile à cet instant de préciser parmi les 7 principes directeurs de l'engagement de nos forces armées à l'étranger, tel qu'édicté dans le livre blanc de la défense en 2013, notamment caractère grave et sérieux de la menace contre la sécurité nationale ou la paix et la sécurité nationale, et définition de l'engagement dans l'espace et dans le temps. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, définition de l'engagement dans l'espace et dans le temps. Dans ce contexte, en parallèle avec les frappes aériennes américaines menées début août contre l'EI dans le nord de l'Irak, frappes aériennes américaines dont il convient de rappeler qu'elles constituent le premier contributeur, la France venant tout de même en 2e position. Notre pays a commencé par envoyer de l'aide humanitaire aux réfugiés, fuyant l'avancée de l'État islamiste. Puis elle a livré des armes aux forces kurdes et irakiennes, en première ligne, dans le combat contre les djihadistes. À la demande du gouvernement irakien, dans le cadre des résolutions adoptées à l'unanimité, il faut le rappeler à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, une large coalition internationale s'est formée. La France a pris l'initiative d'organiser à Paris, il faut le rappeler, le 15 septembre dernier, une conférence internationale pour la paix et la sécurité en Irak, réunissant quand même 29 pays et organisations, dont 11 États de la région. Elle a souligné l'urgente nécessité de mettre un terme à la présence de l'EI dans les régions où il a pris position en Irak. Dans cette perspective, les participants se sont engagés à soutenir, par les moyens nécessaires, le nouveau gouvernement irakien dans sa lutte contre l'EI, à la fois par une aide militaire appropriée correspondant aux besoins exprimés par les autorités irakiennes et dans le respect du droit international et de la sécurité des populations civiles. Ils ont exprimé leur attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Irak, en apportant leur plein soutien à son nouveau gouvernement. De même, les partenaires internationaux ont condamné les crimes et les exactions massives commises contre les populations civiles, y compris les minorités les plus vulnérables, qui peuvent être considérées comme des crimes contre l'humanité. 4 jours seulement après la conférence, la France lançait l'opération Chamal, composée de 800 militaires dotés d'un dispositif important avec 9 avions Rafale, 6 avions Mirage, un ravitailleur, un avion de patrouille maritime et une frégate antiaérienne. La France, je le rappelle, je le disais tout à l'heure, est le deuxième pays en capacité militaire à participer à la coalition. Cette opération,
toujours réalisé en étroite coordination avec nos alliés présents dans la région, vise à acquérir du renseignement sur les positions, les mouvements et les vulnérabilités des terroristes, tout en se tenant prêt à assurer des frappes en cas d'identification de cibles d'opportunités au sol. Très active, elle a permis des avancées significatives. Récemment, durant les 2 dernières semaines, la force Chamal a ainsi réalisé 45 missions aériennes, au cours desquelles 8 frappes ont permis la neutralisation d'une dizaine d'objectifs au sol. C'est alors que le 24 décembre, l'une d'entre elles a été réalisée dans la région de Kirkouk, sur un bâtiment abritant des combattants de Daesh, et que le 2 janvier, 2 aéronefs sont intervenus dans la même région pour neutraliser les terroristes ainsi qu'un poste de combat. Au final, dans cette véritable guerre d'usure, les frappes aériennes de la coalition commencent à porter le fruit. Ainsi que l'évoquait Monsieur le ministre de la Défense, en Irak, l'armée terroriste piétine donc contre la ligne de défense des Peshmerga. Elle recule même dans certains cas face aux forces de sécurité irakiennes. Et Monsieur le ministre de rajouter, en somme, l'offensive de Daesh a été arrêtée, mais le mouvement de recul n'a pas été engagé. Grâce à l'appui de ces frappes, les forces kurdes irakiennes ont pu, par exemple, infliger récemment un sérieux revers à l'État islamique dans la région de Sinjar, ces dernières ayant lancé en décembre leur plus importante offensive afin de reconquérir un territoire d'environ 2000 km². Daesh est donc en difficulté sur plusieurs fronts. Le groupe a dû se retirer de certains territoires d'Irak, conquis l'été dernier, au sud de Bagdad, à l'est, près de la frontière avec l'Iran, au nord, au Kurdistan. Il n'en demeure pas moins que malgré ces avancées significatives, l'EI constitue toujours une menace grave pour l'Irak, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. Faire face à une telle menace nécessitera donc une action sur le long terme de la part de la communauté internationale et en son sein de notre pays. Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutient la prolongation de l'intervention des forces françaises en Irak. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moignard. La parole est maintenant à Madame Élisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Madame la ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Défense, chers collègues, nous sommes engagés en Irak parce que Daesh, cette organisation terroriste qui insulte l'islam et les valeurs universelles, fait peser une menace mortelle sur le Moyen-Orient et menace la sécurité de l'Europe et de la France. Les attentats commis contre la rédaction de Charlie Hebdo et contre nos concitoyens juifs dans un magasin kasher montrent bien que notre territoire n'est pas à l'abri. Dans ces circonstances dramatiques, lorsque les valeurs de l'humanité sont bafouées, nous devons nous rassembler autour des valeurs de la République. La liberté est d'abord la liberté d'expression, mais aussi l'égalité, car nous sommes tous égaux devant la menace, et la fraternité, car celle-ci demeure la meilleure réponse à la haine. C'est ce que nos compatriotes ont exprimé massivement dimanche dernier, dans un élan magnifique d'hommage aux victimes et de totale détermination à se défendre face au terrorisme sans jamais rien céder sur nos valeurs ni sur notre volonté de vivre ensemble. Le nombre exceptionnel de messages de soutien qui nous sont parvenus de toute la planète, y compris de plusieurs pays du Moyen-Orient engagés à nos côtés dans la guerre contre Daesh, disent assez bien que la menace terroriste est mondiale. Le président de la République l'a rappelé ce matin en rendant hommage aux policiers Franck Bensolaro, Clarissa Jean-Philippe et Ahmed Merabet. Je le cite, « Le fanatisme tue des musulmans, c'est vrai en Afrique, en Irak, en Syrie, en France et ailleurs. » En Irak, c'est précisément le gouvernement qui nous a appelés à l'aide et cette opération a le soutien unanime de tous les États de la région. J'ajoute que le Conseil de sécurité a appelé à combattre Daesh par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations unies et à soutenir les forces qui luttent sur le terrain contre cette organisation. La montée en puissance des frappes de la coalition a incontestablement été efficace. Elle a donné de l'air aux forces régulières irakiennes ainsi qu'aux Peshmerga du Kurdistan qui ont pu enrayer la progression de Daesh et amorcer par endroits la reconquête. L'action des forces françaises, Monsieur le ministre de la Défense, est une nouvelle fois exemplaire. À mon tour,
j'exprime mon profond respect pour nos militaires, dont le grand professionnalisme, la bravoure, l'engagement forcent notre admiration. Nos forces aériennes s'illustrent par la précision de leurs frappes et un souci constant d'éviter les dommages collatéraux. Je n'oublie pas non plus la contribution de nos marins qui participent au contrôle aérien au bord de la frégate Jean Bart, ni celle de nos forces spéciales qui ont formé les Peshmerga à l'utilisation des armes que nous leur avons livrées. Notre dispositif est souple et calibré en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Il a ainsi été progressivement renforcé avec, entre autres, l'arrivée des Mirage 2000 en Jordanie. Et je soutiens aussi le gouvernement dans son souci d'obtenir de nos alliés américains un partage complet du renseignement. Ces premiers résultats confirment le bien-fondé de la stratégie qui a été choisie, celle d'un soutien aérien aux forces terrestres irakiennes auxquelles il incombe principalement de mener cette guerre, car nous ne devons pas nous substituer aux Irakiens et à ses voisins immédiats. Cette région du monde a trop souffert des ingérences occidentales. Elle doit aujourd'hui, avec notre aide, bâtir les éléments qui assureront sa stabilité et son développement. C'est tout le sens de la stratégie politique que nous menons parallèlement à notre engagement militaire. Daesh se nourrit des divisions entre les Irakiens et son action ne sera contrecarrée que lorsque le gouvernement de ce pays aura rétabli un minimum de confiance en l'État. La diplomatie française, par la voix du ministre des Affaires étrangères, a mis en garde le précédent gouvernement irakien contre sa politique sectaire et a salué la nomination d'un nouveau Premier ministre pour favoriser la réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous pesons de tout notre poids diplomatique pour faire avancer le processus politique. Le maintien de l'Irak dans ses frontières actuelles suppose qu'un nouveau contrat soit conclu entre tous les citoyens selon des termes qu'il leur appartient de définir. À cet égard, les signaux donnés par le Premier ministre Al-Abadi sont encourageants. Je pense en particulier à l'accord conclu avec le gouvernement régional du Kurdistan, mais évidemment, le chemin est encore trop long. Notre stratégie politique encourage aussi l'union de l'ensemble des acteurs régionaux qui ont tous intérêt à la défaite de Daesh, mais peinent à constituer un front uni. Nous devons encourager le dépassement des oppositions entre chiites et sunnites au profit d'une vision qui fasse que toutes les puissances régionales soient garantes de leur sécurité collective. Mes chers collègues, une fois de plus, notre pays est engagé dans une intervention militaire afin de défendre sa propre sécurité et ses valeurs. Notre débat, le troisième de ce type depuis le début de la législature, s'inscrit dans un contexte tragique, mais qui a suscité une réaction de nos compatriotes admirable de force et de dignité. C'est dans cet esprit de rassemblement et de détermination qui fait depuis plusieurs jours notre fierté de citoyens français, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Premier ministre, que je vous invite à mon tour à voter en faveur de la prolongation de cette intervention. Merci Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères. La parole est maintenant à Madame Patricia Adam, Présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, chère Elisabeth. Il y a quelques jours encore, notre débat aurait pu passer pour un exercice de pure forme. L'opération dont nous débattons aujourd'hui est utile, elle est même indispensable. Elle met en œuvre des moyens aériens de pointe et leur environnement de haute technicité, comme cela vient d'être rappelé. Elle a une valeur militaire indéniable et une valeur symbolique qui n'est pas moins importante. Elle matérialise le soutien de la France à un pays, l'Irak, qui est sous la pression militaire d'une organisation qui se plaît à ressembler à une caricature d'obscurantisme féroce. Elle est cohérente avec le combat que notre pays mène avec délégation de beaucoup d'autres et en alliance avec de nombreux pays africains dans la zone saharo-sahélienne. Il faut donc, bien sûr, voter la prolongation de cette intervention. Mes chers collègues, les événements de la semaine dernière doivent nous amener à nous interroger sur la cohérence de nos choix. L'irruption, je dirais plutôt le retour
du terrorisme sur le territoire national est une épreuve de vérité. Dans le fond, peu importe quelles sont les motivations du terrorisme, ici ou dans le Sahel, le terrorisme est un mode d'action, pas une idéologie. La lutte que nous avons à mener est donc à deux niveaux. Sur le plan des principes, il nous faut inlassablement promouvoir la République et ses valeurs de fraternité comme antidote à tous les fanatismes. En matière d'action régalienne, il nous faut nous doter de tous les outils de prévention des actions violentes contre nos concitoyens, comme vous l'avez d'ailleurs fort bien dit et avec force, Monsieur le Premier ministre. Je fais partie de ceux qui pensent que le premier devoir de l'État envers les Français est la protection du territoire national et de ceux qui y habitent. Nous ne pouvons donc pas choisir entre la capacité d'action hors de nos frontières et le maillage de notre territoire par les armées, comme certains aujourd'hui s'interrogent dans les médias. Nous avons simplement besoin des deux. La Commission du Livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale avait étudié les hypothèses faisant des effectifs la variable d'ajustement du budget de la Défense. Elle a finalement retenu celle qui préservait le mieux les effectifs. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine, et je le dis ici, qu'il ne faille pas revoir à la hausse des formats alors arrêtés. En effet, face à une situation de crise malheureusement, je pense, durable, le concours des forces armées à la sécurité du territoire et des populations n'est pas une mission de circonstance. C'est au contraire la première et la plus importante des missions de nos armées. Et conformément aux engagements exprimés par le ministre de la Défense, ici dans cet hémicycle, et devant la Commission de la Défense, je souhaite bien évidemment, non pas une révision comme cela a été exprimé tout à l'heure, mais un examen à mi-mandat de la loi de programmation militaire, je souhaite que ce débat que nous aurons et que le ministre de la Défense, entre autres, s'y est particulièrement engagé, que 2015 puisse être l'année des décisions qui prendront en compte ces besoins nouveaux et pourquoi pas d'ailleurs la question d'une réserve citoyenne présente sur notre territoire en termes de moyens de défense qu'une triste actualité nous a démontré. Je rappelle aussi à ceux qui l'auraient oublié que le livre blanc sur la défense, puis la loi de programmation militaire et également les exercices financiers que nous avons examinés année après année avaient anticipé ce que nous avons malheureusement vécu ces derniers jours. Les moyens développés en matière de renseignement, en maintien de continuum défense et sécurité nationale, mais également aujourd'hui les 10 000 hommes déployés comme ceux en OPEX aujourd'hui étaient non seulement prévus, mais ils sont également financés. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je rappelle que la conférence des présidents a décidé que le vote sur la prolongation de l'intervention des forces françaises en Irak donnerait lieu à un scrutin public. Je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée et je donne la parole à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, quelques mots rapides après ce débat. D'abord pour remercier les deux présidents de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de leurs propos et leur dire que le ministre de la Défense que je suis sera toujours prêt à se rendre devant les commissions pour faire le suivi des opérations, que ce soit l'opération Chamal ou les autres opérations. Je voudrais dire aux orateurs qui sont intervenus combien j'apprécie l'hommage qu'ils ont rendu aux forces armées, qui sont aujourd'hui engagées sur 4 théâtres, car à Chamal, à Sangaris et à Barkhane s'ajoute désormais un théâtre intérieur. Nos forces armées sont engagées sur 3 théâtres extérieurs et un théâtre intérieur, sans compter notre présence au Liban et dans d'autres lieux avec moins d'importance, ce qui fait que
la question posée sur la menace globale, la réponse est globale et qu'il y a de plus en plus une interférence entre l'action de sécurité intérieure et l'action de sécurité extérieure. Ces forces armées sont à la hauteur de leurs responsabilités, elles remplissent leurs tâches avec courage et professionnalisme. Vous avez bien voulu les uns et les autres le rappeler et je suis très heureux de ces encouragements. Je voudrais faire quelques remarques aux orateurs qui sont intervenus. La première et, me semble-t-il, la plus importante, c'est de diagnostiquer ce qu'est Daesh. Et, Monsieur Mognard, on a beaucoup parlé, les uns et les autres y ont fait référence. Nous sommes dans une situation tout à fait nouvelle par rapport à la menace. En réalité, la génération du terrorisme Daesh, c'est un niveau et une nature sans précédent. C'est la génération du terrorisme post-Ben Laden. Daesh, par sa nature et sa dimension, change complètement la donne. D'abord par le nombre, 40 000 combattants. Ensuite par les capacités, que ce soit les capacités militaires. Daesh dispose de chars, dispose de blindés, dispose d'armements lourds, dispose de missiles. Que ce soit par la capacité d'intervention. Daesh mène des interventions de guerre conventionnelles, mais mène aussi des interventions de type terrorisme, mène des interventions de type de guérilla urbaine, ne serait-ce aussi que par sa dimension internationale. Daesh, c'est aussi une force qui est capable de recrutement très élargi à l'étranger. On parle des recrutements français, on en a beaucoup parlé les jours derniers et encore tout à l'heure, mais il y a aussi des recrutements saoudiens, des recrutements marocains, près de 10 000 combattants étrangers dans les 40 000 de Daesh aujourd'hui. Ce chiffre est impressionnant, ce qui montre que nous ne sommes plus du tout dans le même type de terrorisme. C'est la raison pour laquelle j'évoque généralement l'armée terroriste, ou que je dis généralement que le terrorisme s'est militarisé. Nous sommes dans cette sphère et à un autre niveau, raison de plus pour intervenir. Je voudrais aussi signaler que Daesh a une très grande maîtrise de communication, de très grands moyens financiers, une capacité à recruter, non pas des jeunes fragiles, certains sans doute, mais aussi des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens, des universitaires. C'est une force qui est une force du califat, c'est-à-dire que le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont fusionnés, puisque le calife est le successeur de Mahomet. Nous sommes donc dans un terrorisme d'un nouveau type, dont il faut prendre toute la mesure et qui nécessite un combat vigilant, ferme, radical et déterminé, celui que nous menons. Je voudrais dire à M. Candelier que les raisons pour lesquelles il s'abstient, je les respecte, mais elles ne sont pas tout à fait justes. Et s'il peut, je veux bien accepter mes observations, jamais l'OTAN n'a été présente dans l'opération et dans la coalition contre Daesh. L'initiative de la coalition, elle a eu lieu à Paris, ça a été rappelé tout à l'heure, le 15 septembre de l'année dernière, et c'est à partir de cette conférence de Paris, à l'initiative du président de la République, et c'est à partir aussi de la résolution 2170 des Nations Unies que s'est engagée la coalition. Et donc il n'y a pas d'initiative OTAN, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura pas. Je voudrais aussi dire à M. Candelier, puisqu'il a fait référence, rappeler les propos qu'a tenus le Premier ministre il y a un instant concernant le groupe aéronaval. Il a appareillé aujourd'hui pour une mission programmée depuis longtemps. Et si le président de la République se rend demain sur le porte-avions, c'est parce que les cérémonies de vœux aux armées auront lieu sur le porte-avions, puisque c'était le tour de la marine de recevoir le président de la République. Il est vrai que le porte-avions ira dans le golfe arabo-persique et en Inde. C'était la mission qui était prévue initialement et qu'éventuellement il est à la disposition du président de la République si d'aventure cela était nécessaire. Je voudrais dire à M. Leroux que les objectifs, les 5 axes stratégiques dont il a parlé restent toujours les axes stratégiques de nos missions, mais sur la partie militaire, pour que nous soyons tous très clairs sur nos orientations, il y a là aussi 6 objectifs. Premièrement, bloquer l'avance de Daesh, ça a été fait.
Deuxièmement, affaiblir son organisation, c'est en cours, même si Daesh a une grande capacité à innover et à s'adapter à la nouvelle donne militaire des zones où il exerçait auparavant sa pression. Troisièmement, apporter notre soutien à ceux qui se battent au sol. Nous le faisons avec une centaine d'officiers qui forment les Peshmerga ou les FSI irakiennes. Cinquièmement, avec les Britanniques et les Américains, les pays de la région, nous exportons de l'armement et nous aidons les militaires à les utiliser. Et enfin, nous apportons notre soutien aux combattants non djihadistes en Syrie. On l'a déjà dit, je le répète ici. La cinquième étape, ce sera la reconquête par les Irakiens et les Peshmerga du territoire irakien pour qu'il retrouve son intégrité, et nous appuierons les forces au sol lorsque le moment sera venu. Je voudrais dire à M. Lelouch, qui a évoqué beaucoup de sujets sur lesquels je ne voudrais pas revenir à ce moment, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Oui, ça sera long. On l'a toujours dit, et on peut le redire encore aujourd'hui. Oui, il y a des interrogations justes sur l'estimation des risques sur la région. Oui, il y a nécessité d'avoir une guerre globale. Oui, il y a nécessité de se préoccuper du Liban et de la Jordanie, mais c'est ce que nous faisons, puisque le renforcement de l'armée libanaise a été acté par un dispositif initié par l'Arabie saoudite et par la France, et que nous avons installé une base en Jordanie pour attaquer Daesh. Il y a un point sur lequel j'ai une différence d'appréciation, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque la présidente de la Commission de la Défense a aussi évoqué le sujet, et M. Folliot aussi. Lorsque nous intervenons aujourd'hui sur 4 théâtres différents, 3 extérieurs, 1 intérieur, nous sommes dans l'application stricte de la loi de programmation militaire qui nous permet de le faire, puisque nous le faisons. Et nous avons aujourd'hui, en ce moment, 10 000 militaires sur le théâtre intérieur, sur l'opération intérieure, et aux environs de 10 000 sur les opérations extérieures, sans compter les 8 000 qui sont prépositionnés, je pense en particulier au territoire d'outre-mer et à d'autres positionnements en Afrique. C'est possible parce que c'est la loi de programmation militaire et nous respectons les contrats de la loi de programmation militaire. J'avoue, et je le reconnais avec vous, que c'est exigeant, que c'est difficile, que c'est dur, mais la loi de programmation militaire le permettait. Alors maintenant, à chaque loi de programmation militaire, on évalue les nouvelles capacités, on évalue les nouvelles menaces. La dernière loi de programmation militaire, la loi de programmation militaire actuelle l'a fait, puisque dans cette loi, nous avons renforcé la cybersécurité, nous avons renforcé les forces spéciales, nous avons renforcé les capacités de renseignement, nous avons mis en œuvre le ravitaillement en vol, toute nécessité qui apparaissait avec plus d'urgence dans cette loi de programmation que dans la loi précédente. Il importe maintenant, en application de l'article 6 de la loi de programmation militaire, que nous examinions à mi-parcours, Madame la Présidente de la Commission de la Défense le demandait, les nouvelles menaces et les nouvelles capacités pour adapter notre loi de programmation militaire à la nouvelle situation. Voilà ce que j'avais dit avant les attentats, voilà ce que j'avais dit avant le débat que nous avons aujourd'hui. Je maintiens ma position. Je voudrais dire enfin à M. Folliot que les ministres de la Défense de l'Union européenne vont se réunir dans quelques jours et que ces questions qu'il a posées vont évidemment être de nouveau évoquées. Et le Premier ministre, sur le financement des opérations, a eu tout à l'heure des propos extrêmement clairs. Je vous ai répondu aussi sur la programmation. Je voudrais dire à M. de Rugy que sur une partie des observations qu'il a faites, je lui ai répondu déjà à l'instant. Je voudrais rajouter que je me réjouis qu'il ait évoqué la situation de Boko Haram, parce que, à mon sens, ça va être dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, un danger et un risque du nouveau califat en Afrique contre lequel il faudra trouver les moyens de se défendre et de trouver les coalitions nécessaires pour le faire. Lui dire que l'engagement du Qatar et de l'Arabie saoudite dans la coalition est clair, et lui préciser que le siège, le lieu d'état-major des armées de l'air de la coalition se trouve au Qatar, et qu'au Qatar, dans cette coalition, la France a son droit de parole et son autonomie, puisqu'on s'interrogeait sur le suivisme à l'égard des États-Unis. M. Candelier et aussi M. Lelouch, pas de la même manière. On va dire ici que la France est autonome dans cette coalition.
elle joue sa partition, elle est la deuxième puissance engagée, à la fois en capacité de frappe, en nombre et en force, mais elle est autonome dans ses décisions parce qu'elle a les capacités de renseignement et les capacités d'action qui lui permettent cette autonomie. Donc nous sommes dans une coalition avec les États-Unis, mais avec l'autonomie que nous permettent nos moyens et que nous permettent nos capacités. Voilà, mesdames et messieurs les députés, pourquoi je souhaite, avec le Premier ministre et avec les plusieurs orateurs qui se sont exprimés, la quasi-totalité des orateurs, que vous donniez à nos forces les moyens de poursuivre son action pour assurer notre sécurité contre une menace globale qui est la menace du terrorisme qui a sévi les jours derniers à Paris et qu'il faut combattre à la racine, puisque c'est comme cela que nous pourrons l'éradiquer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Le débat est clos. Nous allons procéder au vote sur l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces françaises en Irak. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Votant 502, suffrages exprimés 489, majorité absolue 245. Pour 488, contre 1, l'Assemblée nationale a autorisé la prolongation de l'intervention des forces françaises en Irak.